Bon, je m'assois tout de suite. Ouais, mais on est bien ici aussi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Judicaël Ambach-Albertine, en charge du département énergie, air, climat au sein de l'agence d'urbanisme et d'énergie de la Corse. Donc, c'est une présentation d'une dizaine de diapos avec, en un premier temps, des éléments de contexte sur le mix énergétique de la Corse, puis des éléments de présentation du schéma régional air, climat, énergie et de la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Corse, horizon 2028. Alors juste avant de venir, c'était une petite histoire personnelle, mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir le sujet des énergies renouvelables, de la maîtrise de la demande en énergie avec autant de monde. Je me souviens quand c'était en 98, en prépa, on devait faire des projets sur une thématique particulière. Je faisais les éoliennes. Je me souviens à l'époque, on n'avait pas autant Internet, il fallait aller à la bibliothèque, photocopier les choses, etc. Mais mon prof me disait, prof de physique était remarquable par ailleurs, mais il me disait, mais les éoliennes c'est bien, mais intéresse-toi à des choses sérieuses quand même. Il y a le nucléaire par exemple. Et pendant longtemps dans mon parcours, je me suis du coup heurté les énergies renouvelables. C'est pas des choses sérieuses. Donc aujourd'hui, tous les jours, on en parle à la radio, à la télé. On est un peu dans la sobriété subie. Il y a un enjeu à faire que cette transition énergétique, c'est une transition volontaire que l'on met en œuvre, mais pas une transition que l'on subit. Si c'est subi, ça occasionne aussi des rejets. Donc c'est aussi tous ces enjeux. Alors, donc sur ce premier graphique, on voit l'évolution de la consommation énergétique de la Corse depuis 2003. Donc c'est la consommation énergétique, donc pas uniquement l'électricité, mais bien toute l'énergie primaire, donc tous les carburants, toute la consommation qui est importée sur l'île. Donc on voit la part en rouge en bas du graphique, c'est toute la part liée au carburant, donc avec l'essence, le gasoil et le jet pour les avions. En bleu clair juste au-dessus, c'est tout ce qui est lié au fuel domestique et au gaz. Donc c'est pour toute la partie chauffage. Ensuite, en orange un peu plus foncé, c'est la part des centrales thermiques en Corse. Donc c'est en énergie primaire, donc c'est toute la part de carburant pour alimenter les centrales thermiques. Ensuite, c'est la part du câble et la part des énergies renouvelables. Donc on voit une décomposition de notre consommation énergétique qui est quasiment pour moitié les carburants. Donc la moitié des consommations, c'est les consommations qui sont liées au transport de tout à chacun. L'autre moitié, c'est pour les énergies liées au bâtiment, donc ce qui va être l'électricité, le chauffage, la climatisation, et la partie énergie renouvelable locale, qui du coup participe aussi à couvrir les besoins, nos besoins dans les bâtiments et en électricité. Si on regarde l'évolution donc depuis 2003, on voit que jusqu'en 2011, on constate une croissance, une évolution à la hausse de ces consommations. Puis à partir de 2010, 2011, 2012, une stabilisation de ces consommations. Donc c'est notamment suite aussi, en 2006, on a eu la crise énergétique hivernale qui a été un électrochoc. Donc on parlait de sobriété subie, c'est la crise énergétique qui, avec des coupures très importantes pendant tout le mois d'hiver, qui a mené la mise en œuvre d'un certain nombre de prises de conscience et d'actions politiques qui ont permis du coup d'agir vers une stabilisation des consommations d'énergie. Et en parallèle, on assiste également du coup à une hausse de la part des énergies renouvelables. Quand je suis arrivé à l'agence, je me souviens mes premiers diagrammes de bilan énergétique en regardant le mix électrique, la part du photovoltaïque était que de
1%, où c'était 0,5%. On est obligé de mettre les décimales pour faire apparaître le pourcentage. Maintenant, on est bien au-delà. C'est dire comment le panorama énergétique et électrique a évolué au cours des 10 dernières années. Et il en sera de même, du coup, au cours des 10 années à venir. Ensuite, le dernier élément, qui est un élément du coup nouveau, c'est la chute très conséquente des consommations en 2020. C'est les chutes de ce que nous avons tous du coup vécu, le confinement. Donc c'est pas une baisse des consommations dans les bâtiments, mais c'est la baisse des consommations dans les transports qui illustre cette baisse, qui explique cette baisse importante. Alors là, c'était une transition subie, on n'avait plus le droit de se déplacer, donc on n'a plus de consommation liée au transport. Et on voit les effets immédiats en matière de consommation énergétique, en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, on a, et j'y reviendrai après, mais je voudrais illustrer une mesure assez simple en matière de réduction de nos consommations en matière de mobilité, c'est le covoiturage. Une des actions les plus simples à mettre en œuvre et qui va se traduire par les gains les plus importants en matière de réduction des consommations, c'est le fait de circuler à 2 ou 3 personnes en voiture. Donc je remercie au passage Léa qui m'a incité à covoiturer ce matin, qui m'a fait baisser du coup mon bilan carbone. Mais dans les évolutions de la PPE, avec une moyenne en covoiturage de 1,4 personnes par voiture, il faut chercher la demi-personne, je ne sais pas où les caser, mais ça se traduit par une baisse de 100 gigawattheures en termes d'objectifs. Donc ces petites actions qui coûtent, là pour le coup, qui coûtent pas cher et qui permettent de faire ces économies. Donc, si on revient au système énergétique de la Corse, donc 40%, mais c'est en 2020 lié au confinement. Si on remonte sur les années antérieures, c'est la moitié des consommations qui sont liées aux consommations en matière de mobilité. L'autre moitié qui est liée aux consommations dans les bâtiments, dont 14% d'énergie locale. Donc là, on est en énergie primaire, donc toute l'énergie qui est importée. Si on regarde du point de vue du consommateur en énergie finale, la part des énergies locales monte à 17%. Mais c'est bien toute énergie confondue. Bon, c'est ce que je viens d'expliquer, donc je peux avancer. Alors maintenant, si on regarde sur le système électrique, donc sur le diagramme de droite, on voit la répartition des consommations énergétiques au niveau du système électrique. Donc on a pour 30% les consommations liées au câble, on a pour 36% ou 34% les consommations liées aux centrales thermiques, et un autre 34% lié à la part des énergies renouvelables dans le mix électrique. Donc en 2006, un des objectifs, c'était la mise en œuvre du trépied énergétique, c'est-à-dire un système électrique qui repose à la fois sur les centrales thermiques, sur le câble et les développements des énergies renouvelables en trépied. Ce trépied est aujourd'hui atteint avec cette répartition 1 tiers, 1 tiers. Et la part importante des énergies renouvelables en Corse, énergie renouvelable qui repose en grande partie sur l'hydroélectricité, à hauteur de 23%, mais également sur le photovoltaïque, et là on était à 10 ou 11%, avec l'éolien, le biogaz et la petite hydroélectricité. Une spécificité dont parlait Gilles tout à l'heure, c'est la forte sensibilité en fait, de la production renouvelable aux événements climatiques, en particulier la forte sensibilité de l'hydroélectricité à la pluviométrie. On voit depuis depuis les années 2000, cette hausse, une hausse en dents de scie, qui varie tous les ans, années pluvieuses, années moins pluvieuses, avec une part de l'électricité qui augmente. Je me souviens, en anecdote, en 2000, on avait des très bons bilans énergétiques en 2010 avec des parts importantes d'énergie renouvelable. Mais en 2011, année très sèche, et du coup la part des énergies renouvelables baissait et c'était compliqué d'expliquer les bilans alors qu'on avait expliqué l'année d'avant que ça marchait bien. Mais voilà, donc c'est deux spécificités, la forte augmentation du photovoltaïque depuis 10 ans, l'augmentation de l'hydroélectricité avec notamment la mise en service du barrage du Rizzanese en 2013 et cette variation à la pluviométrie
Donc, en ce qui concerne le bilan électrique, donc sur la droite, c'est le trépied énergétique que j'évoquais. Donc j'avance. Ensuite, tout à l'heure, le président de l'ADEC évoquait la question de la facture énergétique du coup, au niveau mondial et en Corse. Là, c'est une image. On parle des consommations énergétiques en Corse. Les consommations énergétiques, c'est 6 à 7 000 gigawattheures. Maintenant, quand on dit 6 à 7 000 gigawattheures, c'est pas non plus très clair. Si on convertit ces données, ces consommations en euros, on arrive à une facture énergétique à près d'1 milliard d'euros par an. Donc ça, c'était des données avant les hausses que l'on constate là actuellement. Donc le milliard va se transformer en milliard 3, milliard 4, milliard 5. 1 milliard d'euros, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est un 40e de Twitter, mais pardon. Mais 1 milliard d'euros, c'est 1/8 du PIB de la Corse. Donc c'est dire la forte sensibilité de l'économie insulaire à l'énergie. Les variations du coût de l'énergie que l'on constate vont avoir des répercussions très importantes sur l'économie, l'ensemble de l'économie insulaire. Maintenant, si on regarde plus en détail et pour en sortir du coup des spécificités aussi au niveau de la Corse, on a ces consommations et c'est donc cette facture électrique, donc je vous le disais au total à 1 milliard. Sur ce milliard, on a une spécificité au niveau de l'électricité. On était à 300 millions d'euros pour l'électricité que tout à chacun paye, mais également la contribution de services publics de l'électricité, donc c'est la petite taxe que tout le monde paye à la fin, qui représentait à l'époque 200 millions, qui était à 250 et qui a encore du coup augmenté. Cette part donc de 200 ou 300 millions d'euros, c'est une part qui est reversée tous les ans afin de compenser les surcoûts de production en Corse. S'il n'y avait pas cette part, l'électricité coûterait 2 fois plus cher. On le voit de manière assez immédiate. Il faudrait rajouter les 200 ou 300 millions d'euros dans la facture de tout le monde. Et c'est aussi quelque chose qui est... Enfin, c'est une contribution qui aujourd'hui, et c'était notamment suite aux échanges avec le réseau Pur Avenir dont parlait le président de l'agence, c'est comment intégrer cette part de CSPE, donc cette part de contribution qui finalement sert à payer des énergies fossiles, dans le financement des actions de maîtrise de la demande en énergie. Donc c'est tout un dispositif, un système qui aujourd'hui est mis en place, qui permet d'intégrer une part de cette contribution dans le financement des opérations, puisque les actions de maîtrise de la demande en énergie permettront de réduire les consommations d'électricité et donc de réduire la part de CSPE. Donc plutôt que de payer plein pot la CSPE, on commence à réduire cette part pour participer au financement des opérations et qui se traduit du coup avec des financements très importants en Corse. C'est une spécificité qui n'existe dans aucune autre île au monde, si ce n'est dans les autres EDNI nationales. Alors, quelques éléments de politique énergétique, et j'en profite pour boire un peu d'eau. Alors, en 2013, donc la collectivité a adopté le schéma régional Air-Climat-Énergie. Le schéma Air-Climat-Énergie, c'est le schéma d'orientation des politiques énergétiques de la Corse qui fixe à horizon 2050 l'objectif d'autonomie énergétique. Alors en 2013, quand on disait on veut atteindre l'autonomie énergétique en 2050, on disait mais vous y pensez même pas, c'est pas réaliste votre truc. Bon, mais du coup tout le monde s'y met maintenant. La stratégie nationale bas carbone vise la neutralité carbone. Les objectifs au niveau européen visent également la neutralité carbone. Le schéma régional, donc cette politique énergétique s'intègre pleinement dans l'ensemble des orientations aussi bien nationales qu'européennes sur la neutralité carbone en 2050. Cette neutralité carbone, elle s'atteint avec 2 leviers. C'est les leviers sobriété, efficacité énergétique et énergie renouvelable. Et du coup, pour 2 tiers, c'est la maîtrise de la demande en énergie. C'est
et pour un tiers les énergies renouvelables. C'est-à-dire que si on continue à avoir des maisons qui consomment énormément, même si on met des panneaux photovoltaïques sur leur toit, eh ben, elle continuera quand même à consommer énormément. Si cette maison peut devenir, on va dire, neutre en carbone, mais il faut d'abord réduire les consommations de la maison et ensuite couvrir le reste des besoins avec des panneaux photovoltaïques en toiture. Et là, on est dans la logique négawatt, la logique 2 tiers de maîtrise de la demande et 1 tiers en ENR. On voit la part de la maîtrise de la demande en matière de mobilité. C'est du coup une part, ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le covoiturage, qui permet de réduire. C'est vraiment des actions que tout un chacun peut mettre en œuvre. En l'absence de ces mesures de maîtrise de la demande d'énergie et en énergie renouvelable, on voit que la courbe des consommations, donc c'est la courbe qui est tout en haut, doit continuer à augmenter. La consommation, si on met en place et on arrive à mettre en place ces mesures de maîtrise de la demande, la consommation finale, on arrive au niveau du sommet de la flèche où il y a écrit 1 tiers d'énergie renouvelable. C'est ce parcours au niveau du schéma régional. Ensuite, ce schéma régional se décline au travers d'une programmation pluriannuelle de l'énergie qui est collaborée avec l'État et qui se décline en différents volets. Donc je vais vous présenter les 3 volets principaux et enfin quelques éléments de bilan socio-économique pour finaliser le panorama. Donc sur le volet bâtiment, donc on a ajouté bâtiment process parce que c'est à la fois les consommations des bâtiments mais également tout ce qui est lié aux pompes, aux process et à l'industrie. On voit que sur le graphique de gauche, on a la courbe rouge qui monte. C'est le scénario tendanciel. C'est quelle serait l'évolution de nos consommations énergétiques dans le bâtiment en l'absence de mesures. Donc là, on voit que ça ne fait rien, on monte et on retombe sur la courbe qui était tout à l'heure tout en haut. La courbe verte, c'est la courbe du schéma régional. C'est la trajectoire vers laquelle les consommations doivent tendre si on veut être sur la trajectoire du schéma de l'autonomie énergétique. La courbe au milieu, et là c'est rassurant, on a en orange, c'est les évolutions des consommations réelles. Donc on voit que par rapport au scénario tendanciel, on est en deçà, on a décroché, mais on a encore du chemin à parcourir pour rejoindre la courbe verte. Donc la courbe bleue, c'est la projection de la mise en œuvre de l'évolution des consommations en matière d'énergie sur le secteur bâtiment-process, si on met en œuvre les mesures de maîtrise de la demande et de développement des énergies renouvelables thermiques dans le bâtiment. Donc en quelques chiffres, c'est la PPE, son volet bâtiment, prévoit un plan massif de rénovation énergétique des bâtiments qui doit permettre une réduction de près de 20% des consommations d'énergie entre 2018 et 2028. Dans le secteur résidentiel, c'est 18% de gains par rapport à 2018. Le tertiaire, c'est 23%. Et l'éclairage public, c'est plus de 70%. Un fort développement des énergies renouvelables thermiques. Quelques chiffres pour illustrer. En matière de bâtiments, c'est 100% du parc des logements sociaux. C'est donc près de 9000 logements collectifs. En matière de maisons individuelles, c'est 10 000 maisons individuelles. Là, c'est des objectifs avec des critères de rénovation au niveau BBC. C'est les rénovations, on va chercher le maximum de gains. En parallèle, il y a également tout un tas d'opérations à mettre en œuvre. Ce sont des opérations de type BBC compatible ou d'opérations de type monolo, puisque tout le monde ne peut pas faire, pour des raisons techniques ou économiques, des rénovations au niveau BBC. Mais c'est tout un autre paquet d'opérations BBC compatibles monolo qui permettent d'atteindre ces gains. On a la même chose sur le parc tertiaire. Sur le parc tertiaire, je crois que c'est 1 million de mètres carrés de tertiaire. Sur l'éclairage public, c'est la rénovation de l'ensemble du parc d'éclairage public de la Corse, soit 70 000 points lumineux. J'en profite pour souligner une opération là qu'on met en œuvre comme illustration. C'est la rénovation du coup de l'éclairage public de l'ensemble des communes. On a sur la Corse du Sud quasiment... les travaux ont commencé sur l'intégralité des communes de la Corse du Sud. C'est des opérations qui n'ont pas d'équivalent à cette échelle au niveau européen. Des rénovations qui se réalisent dans la démarche de l'autonomie énergétique. C'est-à-dire que c'est des opérations qui se réalisent sur la base d'abord d'une étude qui permet d'aller chercher l'ensemble des gains. Parce que si on ne change uniquement le matériel, certes on va faire des gains, mais on ne va pas aller chercher tous les gains.
Si on passe à côté d'une partie des gains, à la fin du parcours, on n'atteint pas la cible de l'autonomie énergétique. Donc des travaux de rénovation qui s'appuient sur une étude où on définit des niveaux d'éclairage qui vont correspondre aux besoins d'éclairement de chaque voirie. Il y a toute une réflexion qui est établie en matière de gestion du profil d'éclairage nocturne. Est-ce qu'on met en place de l'extinction? Est-ce qu'on met en place de la variation afin de réduire les consommations? Mais on n'est pas dans une démarche d'extinction subie, où là on voit beaucoup d'articles dans la presse des grandes villes qui se mettent à l'extinction, mais parce qu'elles réalisent que si elles font de l'extinction, elles économisent près de 500 000 € sur la facture énergétique. Donc il n'y a pas le choix. Alors, en matière de mobilité, donc on retrouve la courbe rouge, la courbe verte. Là, par contre, la courbe orange, on n'est pas ni sur la trajectoire, ni à mi-chemin. On est collé à la trajectoire tendancielle. Alors que, et j'en suis convaincu, c'est des gains qui sont facilement accessibles et atteignables. Les mesures qui sont prévues dans la PPE permettent de réduire quand même ces consommations de l'ordre de 30%. Donc il y a pour 400 gigawattheures, c'est les mesures de mobilité, donc c'est le covoiturage. C'est en amont les documents de planification intercommunale, de gestion des flux, les plans mobilité employeur-collectivité. C'est en parallèle toutes les questions de tout ce qui est report modal. Donc c'est plutôt que d'utiliser ma voiture tout seul, on monte dans la voiture à plusieurs, d'utiliser les transports en commun. C'est le passage au vélo et le vélo électrique avec notamment des dispositifs financiers mis en œuvre là par la UE, je fais de la pub, avec des aides de 500 €, bref. Mais également la mise en place, alors pas du télétravail subi, mais du télétravail, notamment au travers des tiers-lieux sur l'ensemble du territoire. Et je crois qu'il y avait vous aviez animé ou fait une chaire à ce sujet d'ailleurs, il y a peut-être 1 an ou 2. Et enfin, la part mobilité électrique, donc c'est la conversion, c'est la réduction de nos consommations liées au transport en matière de carburant, mais vers une bascule vers la mobilité électrique. Alors le gain semble faible, mais en matière de véhicules, c'est quand même, à horizon 2028, c'est 50 000 véhicules électriques qui sont prévus. 50 000, c'est un quart du parc régional. C'est même plus qu'un quart, pardon, c'est 30 à 40% du parc. En matière de... Alors il y a une coquille, pardon, c'est pas le PPE, c'est pas le volet mobilité, mais c'est le volet énergie renouvelable électrique. En matière de développement de la production électrique, on a on retrouve alors il n'y a pas de courbe rouge, on avait directement la courbe verte. On voit qu'on est sur la courbe verte, qu'on a quasiment atteint l'objectif de la trajectoire en matière de développement de production électrique en matière renouvelable tel qu'envisagé dans le schéma régional. Et du coup, au travers de la PPE, et là, l'objectif est d'aller encore plus loin. Donc on a un objectif d'augmentation de plus de 170% de la part de la production ENR électrique finale, et soit 290% hors grande hydroélectricité. Donc au total, c'est près de 1200 gigawattheures de production électrique renouvelable supplémentaire. Donc pour finir, il me reste 2 diapos. Donc une fois que toutes ces mesures sont mises en œuvre, où est-ce qu'on se situe par rapport au niveau national en matière de part d'énergie renouvelable dans le mix électrique, en matière d'autonomie énergétique, en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre? En 2028, la projection, c'est la part de renouvelable dans le mix électrique, c'est 62%. Aujourd'hui, on est à 34%. La perspective, c'est en 2028, en mettant en place les mesures de MDE, les mesures de développement des énergies renouvelables électriques, c'est 62%. C'est un taux d'autonomie énergétique, donc dans le mix énergétique global qui inclut les transports, de 36%. Au début de la présentation, on était à 14%, donc on fait x2. En matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, c'est 50% de réduction par rapport à 2008, ce qui nous place sur la trajectoire du schéma régional air, climat, énergie. Et enfin, quelques données socio-économiques. Donc, les investissements nécessaires pour mettre en œuvre toutes ces mesures, c'est 4,5 milliards d'euros. Et une traduction en matière d'emploi,
Ça se traduirait à horizon 2028 par 3000 emplois. Donc ça, c'est tout un tas de données qu'on a du coup développées en faisant une approche au travers de chaînes de valeur spécifiques, en décomposant chaque action, savoir quelle était la part de l'emploi dans tel secteur d'activité ou tel secteur d'activité, qui était la part au niveau national et la part au niveau régional. Et on voit des évolutions. Donc les emplois pérennes, alors certes, il y a dans les énergies renouvelables électriques, mais c'est surtout et essentiellement dans la rénovation du bâtiment. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, Judicaël.